On s'est demandé quelles émotions nous semblaient émerger le plus en ce moment, pendant cette pandémie du coronavirus. Et on a réfléchi à celles qu'on aimerait décortiquer avec un ou une experte pour comprendre ce qui nous traversait depuis le début de cette crise. Chronologiquement, il me semble que l'une des émotions qui nous a touchés en premier, c'est le déni. On nous a dit que le coronavirus n'était qu'une grippe, puis que c'était plus grave que ça. Et nous avons toutes et tous, au début, d'une manière ou d'une autre, minimisé sa gravité, en se disant que ça pouvait pas être si grave que ça et qu'on n'allait tout de même pas changer nos modes de vie pour une grippe. Et puis, doucement, certains ont commencé à se dire que ça avait l'air quand même grave, cette histoire. Ils sont restés chez eux avant même que le gouvernement nous oblige à le faire, mais d'autres ont, eux, continué et continuent encore à se dire que cette pandémie ne vaut pas un changement drastique de nos habitudes. Je me suis demandé si c'était le déni qui expliquait ces comportements et ces attitudes. Et pour le savoir, j'ai contacté la psychanalyste et philosophe Cynthia Fleury. Elle est professeure titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire national des arts et métiers. Et elle dirige la chaire de philosophie à l'hôpital Sainte-Anne, qui est un établissement spécialisé en psychiatrie et en neurologie à Paris. Confinée chez elle, comme beaucoup d'entre nous, Cynthia Fleury m'en a dit plus avec son prisme freudien sur ce qu'est le déni. Elle m'a aussi aidé à comprendre si c'est donc bien le déni qu'on avait eu et que certains ont toujours dans le cadre de cette pandémie, et si cette attitude était plus propre à nous, Français, qui avons eu l'air d'avoir plus de mal à nous résigner à rester confinés chez nous. Je m'appelle Cyrielle Bedu. Bienvenue dans Émotions. Est-ce que vous auriez une définition du déni à me donner ? La définition freudienne, c'est que le déni est un processus qui permet, comme une stratégie d'autodéfense, une stratégie de défense psychique, d'affronter une réalité insupportable. Et donc on fait d'une certaine manière disparaître cette réalité, et on va dans un deuxième temps produire une néo-réalité, et donc résultat, on a cette opération psychique par laquelle on destitue véritablement le fait qu'il y ait une réalité pour simplement construire un délire, et puis alors après ce délire il peut avoir plusieurs modalités. Donc voilà, donc c'est un mécanisme défensif dans un premier temps qui est censé protéger le sujet, mais là où c'est totalement entre guillemets pervers au sens où ça va se retourner en fait contre le sujet dans un deuxième temps et provoquer ce que on appelle un clivage du moi, ou un moi dissocié, ou une déchirure dans le moi, ou une dislocation dans le moi, vous l'appelez comme vous voulez. Donc ça c'est le déni, et ça c'est la définition qu'on trouve chez Freud, que ce soit dans l'intro à la psychanalyse ou dans Névrose et psychose, enfin bref, dans tous les textes freudiens. Donc nier la réalité dans un premier temps, produire une néo-réalité dans un second. Alors moi, ma définition, elle est sensiblement pareille. Je dirais que oui, le déni, c'est souvent d'abord un mécanisme défensif, mais que, en revanche, le déni bascule dans la psychose quand on n'est plus de façon simplement ponctuelle et momentanée dans ce déni, parce que là, il a effectivement une possibilité de protection pour le sujet. Mais en revanche, si on est fixé et qu'on est comme en captivité dans ce déni, on n'arrive plus à se reconfronter de nouveau au principe de réalité. Là, en revanche, on pénètre dans un système totalement pervers et qui nous pousse à avoir des comportements et des troubles psychotiques. Et résultat, on est dans une incapacité
en fait de sublimer. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'intérêt de la névrose, c'est que même si elle refoule la réalité, elle sait qu'elle refoule et elle en fait quelque chose. Elle arrive à tisser avec. Elle sait son manque, si vous voulez, et donc elle va aller produire de la sublimation. Sublimation qui peut être une œuvre d'art, qui peut être une histoire d'amour, qui peut être un enfant, que sais-je. Mais en tout cas, elle va, à un moment donné, faire en sorte que cette espèce de trou, de manquant, d'impossibilité, soit un levier pour quelque chose. Le déni, non. Le déni est un empêchement d'accéder à la symbolisation et à la sublimation. Et donc on bascule dans le délire, dans le rapport psychotique aux autres, dans souvent la toute-puissance. Et oui, c'est dangereux. Donc pour revenir à la situation actuelle, donc on nous a clairement dit qu'il y avait ce virus. Et au fur et à mesure en France, des dispositions ont été prises pour limiter sa propagation. Mais on a vu il y a quelques jours, avant l'annonce d'un confinement semi-total, des gens qui continuaient à sortir, à faire la fête. Est-ce que ces comportements peuvent être considérés comme du déni ? Alors, c'est une question tout à fait judicieuse, mais sans doute qui demande d'aller étudier tous les comportements qui s'affichent comme déni, mais qui n'en sont pas nécessairement. Si vous voulez, oui, l'inconséquence est une forme de déni de la gravité d'une situation. Mais encore une fois, c'est une chose de nier farouchement la gravité d'une situation, c'en est une autre d'être ignorant, plus ou moins, de la gravité de cette situation. Et on peut pas nier que là, dans le cas qui est le nôtre aujourd'hui, il y avait les deux, c'est-à-dire que il y a des gens qui, entre guillemets, de bonne foi, n'avaient pas saisi nécessairement l'ampleur. C'est compliqué. On est dans un contexte par ailleurs de post-vérité. On est dans un contexte où la vérité est presque une opinion comme une autre. On est dans un contexte où le consensus scientifique parfois se joue devant nos yeux, et donc résultat on peut voir et entendre des choses contradictoires, et donc bref, la lisibilité de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut comprendre, etc. n'est pas simple. Et donc, sans parler du fait qu'il y a un inédit, il y a quand même un petit effet, pas de sidération, mais léger. Et donc tout ça fait que, oui, dans un premier temps, on est dans un déni, mais c'est pas un déni psychotique, c'est un déni à la fois mécanisme de défense, en même temps ignorance, inconséquence, volonté de dédramatiser, etc., etc. Et puis là, maintenant, on va pénétrer dans, éventuellement, pour certains, une vraie phase de déni, c'est-à-dire ceux qui vont perdurer dans un refus d'obtempérer et de suivre une certaine forme d'observance, etc. J'en ai quelques-uns, hein, c'est pas nécessairement des patients, mais des connaissances, etc. qui disent mais c'est n'importe quoi, c'est quoi cette parano, etc. Et où là il y a une volonté de ne pas faire comme les autres. Et puis petit à petit les autres qui commencent à conscientiser de manière un petit peu plus forte, et parfois avec des atterrissages un peu plus durs, parce que voilà, c'est pas simple de passer de l'inconséquence, l'insouciance à tout d'un coup, oh là là, mais c'est grave, mais jusqu'où, mais comment, et tout d'un coup vous avez toute la convergence entre guillemets des crises qui arrivent sur votre tête, et c'est vrai que là, on se dit, bon, le refoulement, ça va aussi aider à traverser la crise. Pas le déni, mais le refoulement au sens où il faut trouver la juste position pour, encore une fois, se mettre dans la position de sublimation possible, et là, en l'occurrence, de mobilisation, de coordination, de rejet de la panique, etc., etc. Et c'est quoi le risque de rester dans le déni ? Le problème, c'est que, hélas, bien sûr, ils peuvent se mettre en danger, mais je dirais que ils sont surtout inconséquents
pour le collectif. Ça ne va pas jusque-là, mais Richard Sennett avait produit une bonne formule en parlant des charismes incivils. Les charismes incivils, voilà, c'est c'est les demi-habiles, si vous voulez. C'est tous ceux qui pensent être plus intelligents que le reste de la population, mais qui, résultat, ne vont pas aider à protéger les urgences de la saturation qui est potentiellement, celle que les urgences vont connaître bientôt. Le déni, c'est tout d'un coup le fait de refuser aussi de subordonner un comportement individuel à un comportement collectif. Ça, c'est typiquement du déni. C'est le refus d'une réalité qui tout d'un coup fait que vous devez changer, vous devez vous adapter. C'est pour ça que c'est une toute-puissance. Et ça, c'est toujours dangereux parce que ça produit des conduites à risque, ça produit des conséquences néfastes pour les autres, etc. Et voire pour soi-même aussi. On a vu des articles dans des publications étrangères dans lesquels des journalistes hallucinaient de nous voir continuer à sortir, à faire comme si de rien n'était en France. Et on est un pays où on est connu pour être de bons vivants, des gens qui adorent sortir malgré tout et qui adorent en faire un peu qu'à leur tête, en fait. Est-ce qu'on peut considérer que nous, Français, avons plus une culture du déni que les autres dans ce genre de situation ? C'est pas sûr que ce soit juste une problématique du déni, que ce soit une absence d'humilité, que ce soit un individualisme mal compris, que ce soit un manque de civisme et de sens de la responsabilité collective. Je pense qu'il s'agit plus de ça qui, hélas, sont presque des valeurs culturelles en France. Et donc voilà, parce que c'est comme ça, on peut le poser. Il y a une prime au charisme incivil en France. Michelet disait en parlant des grands révolutionnaires du moi intarissable. Bon, en parlant de Robespierre en l'occurrence. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, chacun se pense comme une autorité. Plus intelligente que l'autre. Donc je dirais que c'est très caricatural bien évidemment ce que je dis là, mais on est connu, la représentation stéréotypique des Français est celle-ci, c'est-à-dire celui qui parle plus fort, celui qui donne des leçons, celui qui veut penser contre les autres, celui qui affiche sa liberté de conscience de telle et telle façon, etc., etc. Donc voilà, notre caricature est celle-ci à l'international. C'est pas nécessairement celle du déni, mais en revanche c'est très connexe parce que tout ce qu'on vient de dire là, très souvent, qui sont en fait des troubles narcissiques, ces troubles narcissiques et ces troubles de la personnalité, ils matchent, ils fonctionnent très très bien avec, bien évidemment, la question du déni. Et comment est-ce qu'on sort du déni ? Est-ce qu'on en sort parce qu'on est rattrapé par la réalité ou comment est-ce qu'on fait pour en sortir ? Bon, alors on va mettre de côté les vrais psychotiques, parce que ça c'est vraiment très très compliqué et le jour où on saura faire ça, la psychiatrie aura fait un très 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 grand pas. Donc mais en revanche pour les autres qui ont simplement une entrée et une sortie dans le déni, c'est-à-dire quasiment on va dire nous tous qui utilisons le déni comme un outil un peu de défense, tout simplement par de l'information, de l'explicabilité, de la pédagogie de cette information, parce que quand même nous sommes des cultures aujourd'hui qui produisent leur action et leur mobilisation souvent à partir d'un consentement, et ce consentement il se produit à partir d'une compréhension, et non pas d'un commandement. Donc résultat, plaidoyer, explication, etc. Bon, après,
on aide à la prise en considération de la gravité, ce qui est un peu la même chose, de la gravité d'une situation. Donc, on va monter en puissance en termes de sanctions, de mesures drastiques, etc. Voilà, c'est-à-dire que c'est un mélange, si vous voulez, de discours, de cohérence entre les discours et les actes qui font que soudainement, que ce soit par le discours ou que ce soit par les actes, le principe de réalité devient de plus en plus fort et vient cerner l'individu et qui ne peut plus s'échapper. Et là, en l'occurrence, c'est le cas de le dire, le confinement est un principe de réalité. Voilà. Si certains continuent de penser que le confinement c'est une affaire qui n'a aucun sens, de toute façon, ils seront rattrapés par la patrouille, et en l'occurrence par les amendes. Bon, c'est un effet de réalité pas terrible, mais enfin, c'est un effet de réalité qui a montré son efficace. Je mets de côté le déni. J'aimerais bien avoir votre avis personnel sur la situation actuelle. Qu'est-ce que cette pandémie vous inspire et qu'est-ce que ses conséquences vous inspirent ? J'ai un sentiment, comme beaucoup, que cette vulnérabilité systémique, elle a été archi-posée par tous les penseurs des sciences humaines et sociales depuis je ne sais combien d'années, que des catastrophes tous les jours existent partout, que celles-ci frappent de nouveau de façon forte le Nord et les sociétés riches occidentales, mais que les dysfonctionnements de la mondialisation telle qu'elle est pensée aujourd'hui sont dévastateurs sur quantité d'endroits, sauf que ça se passe pas chez nous. L'épidémie n'aurait été que chinoise, sans déferlante pandémique, que cette histoire n'existerait pas, si vous voulez. Donc là, j'ai le sentiment que voilà, c'est un apprentissage d'une obligation de changer politiquement, socialement. Et donc je parie sur ce changement, j'espère ce changement. En même temps, on connaît tous les lois de l'inertie des sociétés et des individus, et donc c'est pas du tout impossible qu'après cette traversée-là, on retourne à business as usual, alors que précisément il y a un enjeu de décision de rupture. Merci à Cynthia Fleury d'avoir répondu à mes questions. Jean-Baptiste Aubonnet a mixé cette interview et Nicolas Degélis a composé la musique du générique d'Émotion. Si vous avez des histoires à nous raconter autour du déni pendant cette période de pandémie, n'hésitez pas à nous écrire à hello@louismedia.com. À bientôt.